Chez les bébés bilingues se développe essentiellement au même rythme que chez les bébés monolingues, malgré le fait qu'ils doivent apprendre deux langues à la fois. Et donc on sait qu'ils ne confondent pas leurs deux langues et qu'ils sont capables de choisir dans quelle langue s'exprimer en fonction de leur interlocuteur. Donc ils apprennent vraiment deux langues séparément, mais en parallèle. Et il se peut d'ailleurs que le fait d'apprendre deux langues à la fois et de devoir basculer d'un système vers l'autre très souvent les rend plus flexibles que les bébés monolingues. Donc il semblerait par exemple que même avant de commencer à parler, les bébés bilingues ont déjà plus de facilité pour s'adapter à des changements dans leur environnement. Les bébés se souviennent des chants qu'a chanté leur mère, si on demande à la mère de chanter des chants particuliers. Et ce qui est évoqué, c'était l'adaptation très rapide, hein, qui est cette adhésion à la sonorité particulière de la langue qu'on parle autour de nous et l'incapacité progressive à distinguer les nuances, mais des empreintes très profondes, inconscientes, qui ont été mises en évidence assez récemment, où des enfants chinois qui avaient été adoptés au Canada réagissaient. Vous savez que la chercheuse parlait des accents toniques sur le ma ou le ma, et qu'en chinois, comme dans d'autres langues, c'est la tonalité musicale d'un son qui indique son sens. Et donc le même son a des tonalités musicales différentes, n'a pas la même signification. Donc le cerveau des personnes qui connaissent la langue réagit à ces tonalités différentes d'un même son dans les régions qui sont des régions qui répondent au langage. Et ces enfants chinois adoptés très tôt par des parents adoptifs canadiens à l'âge de 7 ans, 8 ans, lorsqu'ils entendent, ils ne connaissaient pas le chinois, ils n'avaient aucune idée du fait qu'ils ne l'avaient jamais entendu, ils ne comprenaient pas la langue. Mais lorsqu'ils entendaient des tonalités, ça ne leur évoquait rien, mais leur cerveau réagissait aux tonalités de la langue chinoise de la même façon qu'une personne qui parle le chinois. Donc des empreintes très profondes, avant même au fond que nous commencions à pouvoir parler. Il y a quelque chose que je trouve intéressant parce que ce qui est très beau, mais que tu as fait émerger, c'est cette cristallisation progressive dans la recherche de la plupart des chercheurs. Hein, quelque chose les intéressait, et puis un jour, c'est devenu de la recherche sans savoir ce que c'est. Ça me faisait penser à l'histoire d'Eric Kandel, qui a été un des grands décrypteurs des mécanismes moléculaires de la mémoire, qui a eu un prix Nobel de physiologie pour ses travaux, et qui disait qu'il avait fui l'Allemagne nazie, l'Autriche nazie dans son enfance, et qui disait qu'il avait d'abord voulu être historien pour comprendre comment la haine entre les peuples pouvait naître et comment on pouvait imaginer une coexistence pacifique. Et puis ensuite, de l'histoire, il a voulu devenir psychanalyste. Il a rencontré des psychanalystes qui venaient de Vienne comme lui. Et c'était au fond, que faisons-nous de notre expérience et comment elle se traduit, comme le disait François Zermay, dans notre inconscient. Et puis il s'est dit que la psychanalyse c'était un peu flou, et il s'est dit je veux devenir chercheur en neurosciences. Mais à l'époque, pour être chercheur en neurosciences, il fallait être psychiatre, donc médecin. Donc il a fait médecine, il a fait neurosciences. Et puis il s'est dit je vais explorer les mécanismes de la mémoire dans le cerveau humain. Et donc je vais étudier l'hippocampe, qui joue un rôle extrêmement important dans la mémoire. Puis il s'est dit c'est trop compliqué le cerveau humain. Je n'arriverai jamais à comprendre, il n'y avait pas des méthodes d'imagerie aussi sophistiquées qu'aujourd'hui. Et donc il a étudié une limace de mer, une aplysie, dont les neurones étaient faciles à étudier et qui avait des mécanismes d'apprentissage, de réflexes conditionnés qui permettaient d'explorer la mémoire. Et ce qu'il a découvert dans les mécanismes
d'émergence de la mémoire. La manière dont des réseaux nerveux et des cellules nerveuses se transforment lorsqu'une expérience particulière a eu un impact, eh bien, il se trouve que ce sont les mêmes mécanismes de mémorisation qui opèrent chez la souris et qui opèrent chez nous. Et donc, cette obsession sur l'histoire, la mémoire, ce qu'on peut en faire dans l'avenir, là encore, c'est cristallisé de manière qui me semblait être, pour certains des chercheurs qui intervenaient, ce que disait sur le langage, ce que disait Laurent Cohen sur la lecture, quelque chose qui obsède et qui un jour émerge de cette manière. Un mot peut-être sur l'inconscient, parce que j'ai trouvé ça assez intéressant. L'exemple que François Sermet donnait pour l'inconscient, c'était le rêve. Et le rêve, par définition, c'est ce qui permet de l'apprécier, est conscient. Et donc, il est irrationnel, mais il est conscient. Si on n'est pas conscient du fait qu'on rêve, il y a pas de rêve. C'est ce qui semble se passer dans les phases de sommeil profond. Et donc, une des interrogations d'un certain nombre de chercheurs, c'est est-ce que ce qui semble, comme le suggérait Bergson, ou le suggérait Freud, ce qui semble être le surgissement dans le rêve d'un inconscient dont nous ne serions pas conscients pendant nos états de veille, et qui surgirait à l'état brut, mais dont nous serions conscients, est-ce que c'est ce surgissement de notre inconscient à la conscience dans ces phases de sommeil avec mouvement des yeux, ou est-ce que c'est ce que notre cerveau fait de notre conscience quand nous sommes dans ces phases de sommeil? Donc, est-ce que c'est l'émergence de ce que nous ne connaissons pas, ou est-ce que c'est ce qui se passe avec ce que nous vivons de manière consciente? Donc, je crois que cette question de l'inconscient est une question qui est très belle et qui est très mystérieuse, parce que comprendre la nature et le contenu de ce dont nous ne sommes pas conscients est quelque chose qui est un problème important. Les neuroscientifiques l'ont mis en évidence, ce qu'évoquait François Sermet, tout simplement par les phénomènes subliminaux, en montrant, vous savez que si vous voyez une image pendant un temps trop court, eh bien, vous ne savez pas que vous l'avez vue, mais des études montrent qu'elle a entraîné une empreinte et une réponse dans le cerveau. Au niveau émotionnel, ce que Vittorio Gallese évoquait, et c'est très beau, c'est que les phénomènes d'empathie, de neurones miroirs, le fait de vivre en soi ce qu'on imagine que l'autre vit, peut aussi se passer de manière inconsciente. Et donc si on montre des photos de visage pendant un temps très court, à des personnes trop courtes pour qu'elles sachent qu'elles aient vu un visage, on montre des photos de paysages, etc., et d'un seul coup on glisse pendant un temps très court un visage. Si on montre un visage qui sourit, ou un visage qui exprime la peur, eh bien, la personne commence à mobiliser les muscles qui vont aboutir au même mouvement, sans que le mouvement soit là, active des réseaux de cellules miroirs, mais qui ne vont pas jusqu'à exécuter le mouvement moteur. Et donc il y a une initiation d'un sourire, alors que nous ne sommes pas conscients que nous avons vu une photo de quelqu'un qui sourit. Il y a une initiation d'une réaction de peur motrice, alors que nous ne le savons pas. Donc cet inconscient est objectivable. Qu'en est-il des autres formes d'inconscient? Je crois que c'est une question qui est importante, mais ce qui est important aussi, ce qui n'était pas évoqué, c'est le rôle des rêves et le rôle du sommeil profond, que je trouve encore plus mystérieux, c'est-à-dire ces phases de sommeil où les ondes lentes parcourent le cerveau et où nous ne sommes pas conscients, et si on nous réveille à ce moment-là, nous avons l'impression qu'il ne s'était rien passé. Et ces phases de sommeil jouent un rôle extrêmement important dans les phases de consolidation de la mémoire qu'évoquait Boudel. Donc ce voyage qui se passe entre des traces qui se sont inscrites dans l'hippocampe vers des régions de la surface du cerveau, du cortex, où elles vont persister, se remanier pendant très longtemps, il se passe essentiellement pendant les phases de sommeil, c'est-à-dire en fait pendant les moments où nous ne sommes pas conscients. Et lorsque nous sommes conscients, nous ne sommes pas rationnellement conscients. Et donc ce qui s'imprime en nous comme trace durable, et en particulier la mémoire autobiographique dont il parlait, c'est-à-dire la mémoire qui nous concerne, eh bien, se passe à un moment où, je dirais, où nous sommes absents, ce qui concerne le sentiment que nous pouvons avoir de diriger ou de guider ou d'accompagner ce qui se passe. Donc
comment se trient en nous ceux dont nous nous souviendrons longtemps, et ceux dont nous ne nous souviendrons pas, ou peut-être dont nous nous souviendrons de manière inconsciente, et qui réémergera. C'est quelque chose d'extrêmement mystérieux. En fait, pour que la trace de ce que nous avons vécu s'inscrive en nous, il faut d'une certaine façon que nous soyons un peu absents par rapport à ce qui est survenu et ce qui nous a profondément atteint. Et encore une fois, je trouve que... Alors quand je disais avant même, c'est très beau, Vittorio Gallese le disait, les premières découvertes de neurones miroirs ont été faites chez les macaques, chez les singes, chez les primates non humains, avant d'être retrouvés chez nous. Et donc, il est assez évident, par corrélation, que cette capacité de se mettre à la place de l'autre, la capacité d'imaginer ce que fait l'autre, la capacité d'apprendre de l'autre, n'est pas spécifiquement une capacité humaine. Et donc, cette capacité sans doute à voyager dans le temps, dans le passé, dans l'avenir ou dans la simulation de situations qui n'existent pas, est sans doute quelque chose qui est partagé dans le monde vivant. Et je trouve ça très émouvant parce que c'est pas simplement les petits bébés et leur découverte du langage, c'est pas simplement les premières traces, le sourire de la mère et le sourire de l'enfant semi-métis. Ça nous dit aussi que c'est quelque chose dont l'émergence nous précède et dont la présence à des degrés divers nous entoure. Et ce que Laurent Cohen évoquait, que l'évolutionniste Stephen Jay Gould appelait l'exaptation, qui est un phénomène extrêmement important dans l'évolution, c'est comment un certain nombre de caractéristiques qui sont utilisées d'une certaine façon pendant un certain temps peuvent être recrutées dans des environnements différents et être utilisées à autre chose. Et donc ce recrutement des zones qui servent à caractériser certaines formes d'objets à la lecture, à partir du moment où la lecture a été inventée, est un phénomène d'exaptation dont différentes formes existent dans notre histoire et dans le monde vivant. Et ce qu'il disait sur... je suis toujours interrogé ce qu'il disait sur la lecture, qui est une lecture visuelle pour tous ceux qui voient, mais qui peut être une lecture par le toucher pour ceux qui ne voient pas. Il y a des travaux en Israël extrêmement intéressants qui montrent que ça peut être une lecture aussi par des sons. Et ces travaux tout à fait intéressants, au fond, nous pouvons apprendre à lire à partir de sens très différents. Et donc la question c'est, est-ce que c'est vraiment quelque chose de nouveau qui est apparu il y a 5000 ans quand d'un seul coup les Mésopotamiens ont découvert le cunéiforme, ou les Chinois les premiers militaires, ou est-ce que ça n'est que l'amplification de quelque chose de beaucoup plus ancien et de beaucoup plus général? Alberto Manguel, qui a un très beau passage sur ce que tu évoques, qui est la première fois qu'il a su, qu'il a lu, et il dit que c'est un grand panneau sur la route alors qu'il était en train de voyager avec ses parents en voiture, et d'un seul coup il regarde le panneau, et il comprend ce qui est dessus, et il raconte, un peu comme toi, cette espèce d'épiphanie, de transformation profonde. Alberto Manguel dit que nous ne lisons pas que des mots, que nous lisons, que le fermier lit le temps qu'il va faire en regardant les étoiles, que le pêcheur lit en mettant sa main dans le courant, que, on parlait des larmes, que l'amoureux lit sur le visage ou les expressions de sa compagne, ce qu'elle sent, que nous lisons la chorégraphie des danseurs, et que donc cette capacité à déchiffrer, à lire les traces, les chasseurs lisaient les traces des animaux, au fond à interpréter quelque chose qui nous parle de ce qui n'est plus là, ce qui est la lecture, ce qui est cette extraordinaire invention qui a permis au fond d'écouter des personnes qui ne sont plus là, d'écouter des personnes qui sont ailleurs, d'écouter des personnes qui ont disparu. C'est un peu comme voir des traces, là où l'animal qu'on est en train de poursuivre n'est plus là. Et donc il est possible que, j'imagine en tout cas qu'il est possible que là encore, ça n'est pas le basculement brutal d'une absence de lecture à la lecture, mais peut-être une expansion de phénomènes de lecture que nous pratiquons depuis très longtemps, peut-être certains de nos
cousins non humains pratiquent aussi. Un dernier point, parce que c'est quelque chose, je trouve, de très émouvant et qui relie ce que disait François Ansermet sur le dénuement complet du nouveau-né, et ce que disait Vittorio Gallese sur cette façon que nous avons de vivre en nous ce que nous percevons que vivent les autres. C'est que, pour Darwin, il y a 150 ans, pour France de Waal et d'autres plus récemment, ces deux phénomènes ont pu être liés dans l'évolution de manière très étroite. Et que, c'est ce que pensent un certain nombre d'évolutionnistes depuis Darwin, et que l'état de vue, l'émergence à des moments de l'évolution, vous savez qu'il y a beaucoup d'espèces animales dans lesquelles l'animal naît et est déjà capable de se débrouiller quand il naît. Il y a beaucoup d'espèces dans lesquelles les animaux, y compris chez les insectes, dans lesquels les animaux qui naissent ne sont pas capables de se débrouiller et de survivre si des adultes, en général les parents, la mère, ne s'occupent pas d'eux. Et que plus le nouveau-né était vulnérable, et plus leur survie n'a été possible, lorsque pour des raisons aléatoires, un nouveau-né, ce qu'on appelle la néothénie, est né dans un état de dénuement complet. Nous sommes sûrement parmi l'ensemble des animaux, ceux dont les nouveau-nés naissent dans un état d'immaturité qui est le plus grand. Et bien que c'est, au fond, que ces êtres n'ont pu se propager à travers le temps, que si des adultes étaient devenus capables de percevoir leurs besoins, de répondre à leurs pleurs, d'interpréter leurs intentions et leurs émotions. Et donc, dans cette perspective, le partage des émotions, le fait de vivre en soi ce que vit l'autre à certains degrés, naît d'une interaction entre des adultes et des nouveau-nés. Pour le dire autrement, dans une perspective évolutionniste, toutes les espèces dans lesquelles des nouveau-nés sont nés dans un état d'immaturité, alors que les adultes et les parents ne pouvaient pas percevoir leurs besoins, eh bien, ne se sont pas propagés dans le temps. Et donc nous sommes les descendants, avec beaucoup d'autres êtres vivants, de ceux chez qui, à un moment donné, des adultes ont été capables de répondre, de ressentir. Et donc il y a cette idée que l'empathie, la capacité à exprimer des émotions par l'intermédiaire de notre corps, et la capacité à ressentir les émotions, les intentions que vivent ceux qui sont en train de les exprimer, est quelque chose qui a peut-être pour socle le lien parental.